New York, 1943. Peut-être que l'homme le plus dangereux ayant jamais existé est mort en silence. Nikola Tesla n'était ni un général, ni un politicien, ni un prophète. Pourtant, ses idées menaçaient les empires. Pas parce qu'il avait construit, mais parce qu'il avait découvert que l'énergie n'a pas besoin de câbles, ni d'autorisation, ni de combustible. Et que l'esprit humain, s'il sait vibrer, peut altérer la réalité. Quelques jours après sa mort, parmi ses affaires dans la chambre 327 de l'Hôtel New-Yorker, on retrouva un cahier relié en cuir. Pas de signature, pas de date, pas de fil d'équation. Seulement une phrase manuscrite, « Ce que tu es sur le point de lire ne se fenseigne pas ». Cela se rappelle. Ce n'était pas un document technique. C'était une confession vibratoire. Une dernière décharge pour celui qui, quelque part dans le futur, saurait la recevoir. Ici, Tesla ne s'adresse pas aux scientifiques. Il parle à ceux qui écoutent au-delà du son, à ceux qui sentent que l'électricité ne met pas seulement les machines en mouvement, mais aussi les destins. Si tu écoutes ceci, peut-être ce n'est pas un algorithme. Peut-être c'est une fréquence qui vivait déjà en toi. Chapitre 1. Fréquences et vibrations. Le langage caché de l'univers. Il n'était qu'un enfant lorsqu'en marchant dans les collines de Smiljan, Nicolas s'arrêta devant un arbre solitaire qui semblait trembler. Pas à cause du vent, ni du froid, mais de quelque chose qui vibrait autour de lui, comme une musique que personne d'autre n'entendait. Il resta là des heures, la main ouverte devant le tronc, comme s'il tentait d'accorder son corps au même battement. Des années plus tard, il se rappellerait encore cet instant, comme le moment où il comprit que l'univers ne parlait pas avec des mots, mais avec des fréquences. Les pierres, les arbres, le corps humain, la lumière, les pensées, les planètes, tout vibre, tout pulse, tout émet, tout répond. Mais la plupart des hommes n'entendent que le son, pas le message. Ils ne voient que la matière, pas le mouvement qui la soutient. Tesla ne cherchait pas à créer de nouvelles formes d'énergie. Il voulait lire celles qui existaient déjà, présentes depuis le commencement, la fréquence universelle, celle qui traverse tout, sans être vue. Imagine un instant que l'univers soit un vaste océan invisible. Chaque chose qui existe, ton corps, ton esprit, ton émotion, est une goutte dans cet océan. Et chaque goutte génère des ondes qui se propagent, interfèrent, s'accordent ou repoussent d'autres ondes. C'est cela, la fréquence. Ce n'est pas seulement un concept technique, c'est un langage vivant, un code que l'univers utilise pour attirer, ordonner, manifester et synchroniser. Tesla comprenait que la matière n'était pas solide, mais une vibration figée, et que la pensée, loin d'être une illusion privée, était une onde réelle, capable d'altérer non seulement le corps, mais aussi l'environnement. Voilà pourquoi il disait, si tu veux trouver les secrets de l'univers, pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Tout ce que tu désires existe déjà dans une fréquence. La santé, l'amour, la clarté, l'abondance, la vérité. Mais tu ne peux ni les voir, ni les toucher, si ton corps et ton esprit ne vibrent pas sur leur même longueur d'onde. Ton cœur possède un champ électrique, ton cerveau un champ magnétique, tes émotions une signature vibratoire, tes mots une onde modulée. Tu n'es pas chair, tu es une antenne consciente, conçue pour émettre et recevoir. Voilà pourquoi certaines personnes t'affectent dès qu'elles entrent dans une pièce, sans parler. Voilà pourquoi certains lieux t'apportent la paix, même sans un mot. Parce que la fréquence précède le contenu. Parce que la vibration révèle ce que l'ego cache. Tesla savait que l'univers ne répond pas aux prières mécaniques, mais à l'émotion réelle qui soutient la vibration. Et si une émotion est constante, si une intention est claire et tenue, l'univers la reconnaît comme un signal cohérent et répond. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la physique. L'énergie ne se détruit pas, elle se transforme. Et chaque fois que tu penses avec émotion, tu émets un ordre vers le champ. Peut-être ne le savais-tu pas, mais tu as toujours manifesté. Seulement tu le faisais sur des fréquences inconscientes, de manière aléatoire, en interférence. Mais maintenant que tu le sais, tu peux commencer à vibrer avec intention, non pas pour forcer, ni pour attirer, mais pour te syntoniser avec ce qui est déjà ta réalité. L'univers ne répond pas à ce que tu dis vouloir, il répond à ce que tu vibres réellement. Pas ce que tu affirmes, mais à ce que tu soutiens en silence. Ce que ton champ énergétique répète encore et encore, sans mots. Et c'est là la grande clé. L'univers n'entend pas ta voix, il entend ta fréquence. Si tu comprenais cela, tu ne demanderais plus « Pourquoi ce que je veux n'arrive-t-il pas ?» Tu demanderais « Qu'est-ce que j'aimais sans le savoir ?»
et tu commencerais à accorder ton chant comme un instrument sacré. Tesla est mort en silence, mais son corps n'était que le transmetteur physique. Son signal reste actif. Et si cet enseignement résonne en toi, c'est parce que toi aussi, tu vibres sur cette longueur d'onde. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans le mystère de l'éther, la substance invisible que Tesla considérait comme le véritable corps de l'univers. Mais à présent tu le sais, il n'y a pas de matière, seulement de la vibration qui a oublié qu'elle est lumière, et tu es en train de réveiller sa fréquence. Chapitre 2. L'éther. La substance universelle que la science a voulu enterrer. Pendant des siècles, les sages pressentaient que l'espace entre les choses n'était pas vide, que le silence lui-même avait une structure, que l'univers n'était pas séparé par des distances, mais uni par la vibration. Un après-midi, alors que Phil observait un orage s'approcher à l'horizon, Tesla dit à voix basse, « Ce qu'il y a entre cet éclair et mon corps, voilà ce qu'ils craignent le plus. » Un étudiant qu'il fit accompagner ne comprit pas. Il demanda s'il parlait du vent. Tesla sourit. « Non, je parle de l'Uphyter. » Pendant des siècles, on parla de l'éther comme d'un murmure entre les atomes, une substance invisible qui liait tout. On l'appelle à esprit universel, anima mundi, âme du monde. Et même si la science moderne a tenté de l'enterrer, Tesla ne l'oublia pas, car il le ressentait. Pour Tesla, l'éther n'était pas une croyance. C'était une réalité physique et spirituelle, un océan d'énergie sans forme, qui enveloppait l'univers et le rendait possible. C'était l'espace où se déplaçaient les fréquences, le canal qui permettait à une vibration de voyager d'une émotion jusqu'à une étoile. Il disait que l'électricité, la lumière et la pensée n'étaient que des effets visibles d'une cause invisible. Et cette cause, ce réseau de réseaux, c'était l'éther. Mais la science, contrôlée par des intérêts voulant une matière sans esprit, décida d'effacer cette idée. En 1887, une expérience célèbre le déclara inexistant. Le vide était vide, affirmait-il, et l'univers devenait désormais une machine sans âme, parfaite, froide, morte. Tesla savait que cette expérience avait été mal interprétée. L'éther n'était pas détectable avec des instruments grossiers. Il était subtil, cohérent, intelligent. Il ne le cherchait pas avec des appareils, il l'écoutait vibrer dans son corps, dans son intuition, dans le chuchotement de chaque décharge électrique. Imagine l'éther comme une mer invisible. Tu ne le vois pas, mais tout ce qui existe y flotte. Tes pensées l'agitent, tes émotions le colorent, tes mots le déforment. Et tout ce que tu crois solide n'est qu'une condensation locale de l'éther, comme un tourbillon dans l'eau, comme une note dans une symphonie. Quand tu perds le contact avec lui, le monde devient mécanique, l'âme devient logique, la vie perd sa synchronicité, car tu ne sais plus pourquoi tu ressens ce que tu ressens, tu n'entends plus les signaux invisibles, et tu crois que tout est hasard, alors qu'en réalité tout est résonance. Tesla l'avait compris. Le corps est un récepteur, la conscience, un émetteur, et l'éther, le champ où la transmission a lieu. Si tu penses avec émotion, tu ne fais pas que penser, tu crées une onde, et cette onde voyage dans l'éther. Où va-t-elle? Partout, car l'éther résonne. Lorsque tu te connectes à quelqu'un que tu ne connais même pas, lorsque tu ressens quelque chose sans explication rationnelle, lorsqu'une idée surgit soudainement comme si elle ne venait pas de toi, ce n'est pas de la magie, c'est l'éther. La grande erreur du monde moderne n'a pas été de cesser de croire en Dieu, mais de cesser de ressentir l'éther. Car en le perdant, nous avons perdu le pont entre la matière et l'âme. Et c'est pour cela qu'on l'a caché. Parce que l'éther ne peut être ni mesuré, ni contrôlé. Si tu acceptes que l'univers est un chant vivant, alors toi aussi tu es chant. Et tu n'as plus besoin de temple, ni de gourou, ni de dogme. Seulement de silence, de syntonie, de présence. Tesla n'utilisait pas le mot âme, mais il parlait du chant avec révérence. Il disait que dans l'éther s'accumulaient les pensées, les mémoires, les impulsions vitales, et que plus ton chant était clair, plus ton signal était précis. L'univers n'est pas séparé de toi. Tu y es immergé. Tu respires l'éther. Tu sens à travers l'éther. Tu crées dans l'éther. La question n'est pas de savoir s'il existe. La vraie question est qu'es-tu en train de faire dans ce champ sacré avec chaque pensée que tu émets. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de l'un des moments les plus sombres de l'histoire de Tesla. Le sabotage de sa tour, la trahison qui le réduisit au silence et la tentative brutale d'éteindre son message. Mais avant d'y arriver,
Souviens-toi de ceci, ce qui est visible naît de l'invisible, et l'éther n'est pas mort. Il attend toujours que tu le reconnaisses. Chapitre 3. Énergie libre et sabotage. Le cas Wardenclyffe. Au sommet de Long Island, au début du XXe siècle, s'élevait une tour de près de 60 mètres. Elle n'avait ni croix, ni cloche, et pourtant, elle menaçait davantage le pouvoir que n'importe quelle église, banque ou parlement du monde. C'était la tour de Wardenclyffe. La plus grande expérience de Nikola Tesla. Une structure qui, si elle avait fonctionné, aurait changé l'histoire de l'humanité. La plupart connaissent Tesla pour le courant alternatif. Mais ce qui le rendait réellement dangereux, ce n'était pas sa capacité à transporter l'électricité, c'était sa vision pour la libérer. Tesla avait découvert que la Terre elle-même était une batterie, et que l'air saturé d'éther pouvait transmettre l'énergie sans fil, sans câble, sans combustible, sans centrale, et sans intermédiaire pour la facturer. C'était le principe de l'énergie libre. Il ne s'agissait pas de créer une énergie magique. Tesla ne violait pas les lois de la physique. Il avait simplement compris que l'énergie est déjà présente partout, et que tout ce dont on a besoin, c'est de la technologie appropriée pour la capter, l'amplifier et la transmettre. Wardenclyffe n'était pas seulement une tour, c'était une déclaration spirituelle, l'énergie appartient à tous. Le projet de Tesla était de transmettre l'électricité depuis ce point jusqu'à n'importe quel endroit de la planète, comme une station de radio qui, au lieu d'émettre de l'information, diffusait de l'électricité, sans réseau, sans prise, seulement par vibration, résonance et liberté. Mais la liberté a des ennemis. Lorsque J.P. Morgan, le banquier qui avait d'abord financé le projet, découvrit que Tesla ne comptait pas vendre l'énergie mais la donner au monde, il retira immédiatement son soutien. « Où est-ce que je mets le compteur ?» demanda Morgan avec sarcasme. Et avec cette question, il scella le destin de la tour. Wardenclyffe fut abandonné. Tesla, discrédité. Ses documents, saisis. Et l'idée de l'énergie libre, reléguée au rang de mythe. La tour fut finalement démolie. Non pas à cause d'une erreur de calcul, mais à cause d'une erreur de conscience, celle de ceux qui ne pouvaient tolérer un monde sans contrôle énergétique. Mais le plus grand coup n'était pas matériel. Il était symbolique, car Tesla ne construisait pas seulement des tours, il construisait des consciences. Et ce qu'ils détruisirent ce jour-là, c'était la possibilité pour l'humanité de comprendre qu'elle n'a pas besoin de permission pour vivre dans l'abondance. L'énergie libre n'est pas seulement un sujet technique, c'est un acte de souveraineté intérieure. Si l'univers est fait de vibrations, et si toi-même tu es vibration, alors l'énergie est en toi. Tu n'as pas à la supplier. Tu dois simplement t'en souvenir, la canaliser et la diriger. Quand on te dit que tu dois payer pour te connecter, on te déconnecte de ton origine. Et en te coupant de la source, on te rend manipulable, soumis, dépendant. Tesla ne cherchait pas à détruire les systèmes. Il voulait seulement syntoniser l'humanité avec le principe universel de l'accès. Accès à l'énergie, à l'information, à la conscience, à la vérité. Imagine un monde où l'électricité serait libre, où les villes respireraient sans fumée, où la pauvreté énergétique n'existerait pas. Voilà ce qu'était Wardenclyffe. Mais c'était aussi un corps sans peur, un esprit sans limite, une âme sans maître. Voilà pourquoi on l'a réduit au silence. Pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il pouvait inspirer. Tesla écrivit un jour, le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans tous les siècles précédents. Ce jour-là n'était pas hier. Il ne sera pas demain. Ce jour-là, c'est aujourd'hui, car tu es en train d'écouter ceci, parce que quelque chose en toi se souvient de ce que cette tour représentait. Wardenclyffe n'a pas été un échec. C'était une graine enfouie, et comme toute graine, elle attend seulement une vibration adéquate pour se réveiller. Dans le prochain chapitre, nous parlerons du code 369, l'obsession numérique de Tesla, qui selon lui contenait la clé de l'univers. Mais avant d'aller là, souviens-toi, l'énergie ne s'achète pas, elle se rappelle. Et lorsqu'elle est rappelée, elle ne peut plus être dominée. Chapitre 4. Le code 369. Clé numérique dans la résonance universelle. Tesla marchait en cercle exact. S'il entrait dans un bâtiment, il ne le faisait qu'après avoir tourné 3 fois autour. Il comptait ses pas, il comptait ses couverts, il se lavait les mains 3 fois. Certains le qualifiaient d'obsessif, d'autres de maniaque, mais lui, il le savait. Ce n'était pas une manie, c'était une clé. Dans une lettre perdue, Tesla écrivit «
Si tu connaissais la magnificence du 3, du 6 et du 9, alors tu détiendrais la clé de l'univers. Cette phrase fut citée, déformée, méprisée durant des années, mais peu prirent le temps de comprendre pourquoi ces nombres comptaient tant pour lui. Ce n'était pas de la numérologie, ni de la superstition. C'était de la résonance. Dans le monde physique, toute énergie vibre, et toute vibration suit un motif. Quand ce motif s'organise de façon géométrique, apparaît ce que nous appelons une fréquence harmonique. Et c'est là que les nombres deviennent plus que des symboles, ils deviennent des lois de structure. La nature elle-même est codée par répétition. Les orbites, les spirales de l'ADN, les coquillages, la répartition des pétales, les branches, les tourbillons, les galaxies. Et beaucoup de ces motifs suivent des divisions qui laissent de côté le 3, le 6 et le 9. Pourquoi ? Parce que ces trois nombres ne suivent pas le même chemin que les autres. Ils sont anormaux dans leur perfection. Ce sont des fréquences maîtresses. Tesla croyait que l'univers avait une architecture énergétique, et qu'on pouvait la lire, non pas avec des mots, mais avec des nombres. Dans cette architecture, le 3, le 6 et le 9 n'étaient pas de simples points, c'étaient des sommets. Pour le comprendre, imagine un cercle. Divise-le en deux, tu obtiens 180 degrés. Divise encore 4, puis 22, puis 22,5. Et ainsi de suite. Les résultats tournent toujours autour de la base, in 2, 4, 5, 7, 8. Mais le 3, le 6 et le 9 n'apparaissent jamais dans cette séquence. Ils n'entrent pas dans le schéma. Ils flottent au-dessus, comme s'ils opéraient sur un autre plan, comme s'ils étaient les chefs d'orchestre de la symphonie, et non les instruments. Tesla voyait le 3 comme la trinité vibratoire. Tout phénomène naît, se dilate et retourne. Début, expansion, intégration, émission, fréquence, résonance. Le Si représentait la structure du monde matériel, hexagone dans les cristaux, carbone comme base de la vie, alvéole des abeilles, cellules, énergie organisée. Et le 9 était le grand retour. Le nombre de la totalité, de ce qui est donné et revient. L'esprit qui referme le tout. En termes de champ énergétique, Tesla disait que lorsqu'une pensée est soutenue dans une structure 3-6-9, sa fréquence devient cohérente avec la matrice de l'univers. Et cela la rend plus puissante, plus réceptive, plus créative. Ce n'était pas un jeu, c'était une technologie intérieure. Beaucoup rient aujourd'hui de cette idée. Ils l'appellent numérologie de salon. Mais ce que Tesla proposait était bien plus radical, une ingénierie spirituelle. Et toi, que fais-tu de ce savoir ? À quoi sert de connaître ce motif ? À se rappeler que tes pensées ont un rythme, et que lorsque tu penses de manière aléatoire, chaotique, ton champ se brise, se fragmente, perd sa force. Mais lorsque tu penses avec intention, lorsque tu organises ton énergie intérieure, lorsque tu choisis ce que tu veux soutenir, et à quelle fréquence vivre, tu deviens structure. Et alors, comme le 9, tout ce que tu aimais revient. Tesla n'a pas révélé tous ses secrets. Certains, il les a gardés. D'autres, il les a cachés dans ses habitudes, ses gestes, ses répétitions. Mais son obsession pour les nombres n'était pas une manie. C'était un message. Et ce message commence maintenant à vibrer en toi. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment le corps humain n'est pas seulement un conteneur d'énergie, mais une bobine vivante, conçue pour amplifier, transmettre et transformer la fréquence qui soutient ta réalité. Mais avant d'y arriver, souviens-toi, le 3 crée, le 6 ordonne, le 9 ramène. Et si tu le comprends, tu ne vivras plus jamais au hasard. Chapitre 5. Le corps comme système de haute fréquence. Lors d'une conférence au début du XXe siècle, quelqu'un demanda à Tesla s'il croyait en l'islam. Il répondit avec un sourire énigmatique. « Je ne fais pas besoin de ce mot. Je sais que le corps humain est un récepteur. » Cette phrase resta suspendue comme un éclair silencieux. La majorité ne comprit pas. Mais lui ne parlait pas de croyance. Il parlait de fréquence. Tesla était convaincu que le corps humain était une antenne biologique, conçue non seulement pour fonctionner à l'intérieur de lui-même, mais aussi pour recevoir, amplifier et émettre de l'énergie. Alors que d'autres scientifiques exploraient le corps comme une machine, lui le voyait comme un système de résonance. Comme une bobine de Tesla vivante, capable de capter les fréquences de l'environnement et en même temps de projeter des signaux vers le champ. Et qu'est-ce qu'une bobine ? Une structure qui, en tournant sur elle-même, génère un champ électromagnétique. Plus sa géométrie est ordonnée, plus son émission est puissante. Cela te dit quelque chose ? Ta colonne vertébrale,
tes canaux neuronaux, ton système nerveux, ton réseau cellulaire, tout en toi est enroulé, conçu pour canaliser l'énergie. Tesla disait que chaque partie du corps avait une fréquence, et que lorsque le corps était en cohérence, il émettait un signal fort, clair, expansif. Mais quand il y avait confusion émotionnelle, peur, colère, stress, ce signal se distordait. Comme une bobine déroulée, comme une tour brisée. Dans son laboratoire, Tesla jouait avec des champs de haute fréquence. Il observait comment l'électricité se déplaçait dans l'ICER, comment elle s'organisait, comment elle trouvait son chemin sans câble. Et il disait, le corps humain réagit de la même manière. Nous n'y avons simplement pas encore appris à le lire. Chaque pensée que tu soutiens, chaque émotion que tu répètes, chaque mot que tu prononces module ton champ. Et ce champ ne s'arrête pas à ta peau. Il s'étend à plusieurs mètres au-delà. Il est détecté par d'autres corps. Il est lu par ton environnement. Et que tu y crois ou non, il influence la réalité autour de toi. Tu ne vis pas seulement dans un corps. Tu es ton champ. Et ton champ ne ment pas. Tesla observa que certains états d'âme modifiaient la conduction de l'énergie. Que le corps fatigué, triste ou plein de haine avait moins de capacité à transmettre des signaux, moins d'efficacité, moins de vibrations, et que le corps en paix, concentré, inspiré, agissait comme une bobine parfaite. Il canalisait, émettait, manifestait. Il ne parlait pas de spiritualité comme d'autres. Il ne parlait pas de chakra, ni de mantra, ni de prière. Il parlait de fréquence, de voltage, d'harmonie vibratoire. Et il disait que le corps humain pouvait devenir une source énergétique autonome s'il apprenait à rester en cohérence. Cela signifie pensée, émotion, parole et actes alignés dans une même direction. Quand cela arrive, le corps ne dépend plus de stimuli extérieurs. Il devient son propre générateur, sa propre tour, sa propre bobine. Et c'est là que naît la véritable souveraineté énergétique. Voilà pourquoi, chaque fois que tu tombes dans des cycles de contradiction, lorsque tu dis une chose, en penses une autre et en ressens encore une autre, ton signal s'éteint. L'univers ne peut plus te lire. Non pas qu'il refuse de t'aider, mais parce qu'il ne comprend pas ta fréquence. Elle est brouillée, dissonante. Tesla le savait. C'est pourquoi il parlait peu. Il pensait avec clarté, ressentait profondément et émettait en cohérence. Son corps était son transmetteur. Chaque action, un signal. Et toi, as-tu prêté attention à ce que ton corps émet? As-tu ressenti comment ton chant change quand tu entres dans le calme? As-tu remarqué comment les autres te lisent sans qu'un mot ne soit dit? Le corps n'est pas une prison. C'est un outil, une bobine vivante. Et si tu sais l'utiliser, l'énergie circule sans résistance. Dans le prochain chapitre, nous explorons la pensée dirigée. Comment ton esprit, lorsqu'il devient intentionnel, ne crée pas seulement des idées, mais des champs vibratoires qui affectent la matière elle-même. Mais pour l'instant, souviens-toi, ton corps ne s'arrête pas à ta peau. Il vibre au-delà, et ton champ parle en permanence. Chapitre 6. Pensée dirigée. La force vibratoire de l'esprit. Tesla n'avait pas besoin d'utiliser des mots comme esprit ou visualisation. Pour lui, la pensée était bien plus concrète. Mon cerveau n'est qu'effet un récepteur, écrivit-il. Dans les univers, il existe un noyau de filles où nous tirons connaissance, force et inspiration. Il le disait avec calme, non pas comme un mystique, mais comme un ingénieur qui savait exactement de quoi il parlait. Pour Tesla, penser n'était pas imaginer. C'était émettre, générer un signal, une impulsion qui traversait le champ invisible qui relie tout. Penser, c'était vibrer. Et vibrer, c'était créer. Dès son jeune âge, Tesla entraîna son esprit à visualiser des objets avec une telle précision qu'il pouvait tester une machine entière dans sa tête avant même de la construire physiquement. Et il ne se trompait jamais. Alors que d'autres dessinaient des plans, lui ressentait la rotation, le poids, la friction, l'équilibre, tout dans sa conscience. Et lorsqu'il le matérialisait, cela fonctionnait parfaitement. Ce n'était pas un talent. C'était un entraînement vibratoire. Tesla comprenait que l'esprit n'est pas passif. C'est un outil capable de générer des champs. Et que chaque pensée soutenue, chaque image chargée d'émotions, ne reste pas dans la tête, elle se transmet. Imagine une pierre qui tombe dans un lac. C'est une pensée. Les ondes qui s'étendent, c'est ton champ mental, affectant ton environnement. Maintenant, imagine de nombreuses pierres jetées au hasard, sans rythme ni ordre.
Voilà ce que signifie penser sans direction. Et c'est ce que fait la plupart des gens, toute la journée émettre des signaux dissonants. Tesla savait que l'esprit, lorsqu'il est focalisé, n'ordonne pas seulement le corps, il ordonne la réalité. Car tout ce que nous voyons comme solide n'est qu'une manifestation ralentie d'une vibration préalable. Et cette vibration naît souvent dans l'esprit. As-tu remarqué comme certaines personnes semblent attirer ce dont elles ont besoin sans effort, ou comme d'autres répètent sans cesse les mêmes schémas négatifs? Ce n'est pas de la chance, c'est de l'émission. L'esprit est un générateur, et si tu ne le programmes pas toi-même, la vie le programmera pour toi, avec la peur, les nouvelles, les voix extérieures. Voilà pourquoi Tesla était obsessionnellement sélectif avec ses pensées. Il savait que toute pensée laisse une trace, et que ce que tu répètes s'installe. Il disait que l'énergie suit la pensée, et que la pensée soutenue à haute vibration, avec cohérence émotionnelle et clarté, modifie non seulement ta biologie mais aussi ton champ énergétique. Aujourd'hui, la science le confirme. Des études démontrent que les pensées modifient la fréquence du cœur, du système immunitaire, de l'ADN et peuvent même influencer la matière quantique. Tesla le savait déjà, sans laboratoire. Il le vivait. La plupart des gens pensent comme on crie au hasard dans une forêt, espérant qu'une voix réponde. Mais Tesla pensait comme on règle une fréquence radio. Il ajustait son intention, ajustait son émotion et attendait avec une foi silencieuse. Penser sans direction, c'est soulever de la poussière. Penser avec but, c'est construire un pont invisible vers ce qui n'existe pas encore. Et comment diriger la pensée? Pas avec effort, mais avec clarté. Tu décides d'abord ce que tu ressens, puis l'image qui soutient cette émotion. Ensuite, tu répètes, sans anxiété, mais avec présence. Et enfin, tu lâches prise. Car un signal suffisamment clair n'a pas besoin d'être crié. Tesla n'enseignait pas de technique, mais sa vie fut un exemple de pratique intérieure. Son monde extérieur, ses tours, ses bobines, ses chants, naquit dans son esprit. Et cet esprit était un canal propre, précis, vibrant. Ton esprit l'est aussi. Seulement, il a été envahi par des fréquences étrangères, bruit, doute, fatigue, distraction. Mais si tu le purifies, si tu l'alignes, si tu le diriges, il peut à nouveau émettre. Et quand il émet avec force, la réalité répond. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la tour intérieure. Cette structure invisible que Tesla construisit en lui-même, quand celle de l'extérieur fut détruite. Mais pour l'instant, retiens ceci. Une pensée soutenue est une étincelle éternelle. Et ce que tu soutiens avec clarté n'a pas besoin de force, seulement de vibration. Chapitre 7. La tour intérieure. Tesla et la construction énergétique de l'être. Quand la tour de Wardenclyffe fut démolie, Tesla ne protesta pas. Il ne s'y eut ni cri, ni menace, seulement le silence. Il s'y s'éloigna, s'y arrêta, leva les yeux vers le ciel et dit « Ils ont échoué en détruisant ma tour, car ils ne font pas compris que la véritable était déjà construite en moi. » Beaucoup crurent qu'il parlait par métaphore. Mais ce n'était pas de la poésie, c'était de l'ingénierie vibratoire. Tesla savait que la tour de Wardenclyffe n'était pas seulement un artefact, mais un symbole, une réplique visible de ce qui existait déjà dans son champ intérieur. Un système énergétique autonome, capable de se connecter au champ universel, capable de transmettre des vibrations de la pensée à la matière. Quand il comprit que l'humanité n'était pas prête à recevoir l'énergie libre de l'extérieur, il décida d'activer le transmetteur que personne ne pourrait démolir, sa propre conscience. Et cela changea tout. Car si le corps était la bobine, et l'esprit l'émetteur, alors son champ entier pouvait devenir une tour vivante, un système capable de capter, d'amplifier et de projeter l'énergie sans structure physique. Pour Tesla, voilà la véritable révolution. Non pas la technologie extérieure, mais l'éveil du générateur intérieur. Il comprit que l'être humain peut fonctionner comme une tour stable, alignée, syntonisée avec l'éther, capable d'attirer des idées, des solutions, des connexions et des synchronicités, non pas par effort, mais par résonance. Mais pour que cela arrive, la tour doit être bien construite. Elle doit avoir des fondations claires, des valeurs, une direction, un but. Elle doit posséder une structure émotionnelle pure, sans peur, sans mensonge, sans contradiction interne. Et elle doit avoir une antenne élevée, un esprit focalisé, silencieux, relié à l'essentiel. Tesla travailla cette tour en lui pendant des années, tandis que d'autres se moquaient,
le considérait comme fou, lui accordait son signal, ajustait son chant. Il vivait chaque jour comme si son corps était un instrument de précision. Et il l'était. Il ne mangeait pas de viande. Dormait peu. Méditait sans appeler cela ainsi. Prenait soin de ce qu'il pensait, de ce qu'il disait, de ce qu'il ressentait. Car il savait que chaque distorsion interne affectait son signal. Et il ne voulait pas émettre du bruit. Il voulait transmettre la vérité. La tour intérieure n'a pas besoin de permission, ni d'investisseurs, ni de câbles. Elle demande seulement présence, volonté, cohérence et une décision silencieuse se reconstruire de l'intérieur. Tella nous a montré que le plus grand sabotage n'a pas été celui de son projet, mais celui que nous acceptons quand nous remettons notre énergie à des systèmes extérieurs, quand nous croyons que le pouvoir est dehors, quand nous oublions que nous sommes des émetteurs. Et toi, tu as déjà commencé à bâtir ta tour. Tu ne la verras pas avec tes yeux, mais tu la sentiras dans ton chant, dans ta façon de marcher, de décider, de vibrer. Une tour intérieure, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'imposer, car sa seule présence module l'environnement. Tella n'a pas eu besoin de se défendre, car il n'était déjà plus un homme. Il était un transmetteur, et son signal résonne encore aujourd'hui. Dans le prochain chapitre, nous parlerons du bruit mental, l'interférence principale qui éteint ton signal et te déconnecte de ton propre centre. Mais avant d'aller là, rappelle-toi, toi aussi tu as une tour, et lorsque tu t'en souviens, plus personne ne peut gouverner ton énergie. Chapitre 8. Bruit mental. Le principal inhibiteur de la fréquence. Tella était réservé. Non pas par timidité, mais par précision. Il parlait peu, et quand il le faisait, chaque mot semblait calibré, sans ornement, sans réaction, comme si sa voix était une ligne pure de transmission. Il ne tolérait pas le bruit inutile. Et selon lui, le plus dangereux n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Si tu veux comprendre l'univers, pense en termes de fréquence. Mais souviens-toi, là où il y a du bruit, il n'y a pas de signal. Tella comprenait que l'esprit est un espace électromagnétique sensible, et que son efficacité dépend du niveau d'interférence qu'il contient. Pensée aléatoire, inquiétude répétitive, dialogue interne sans but, rancune recyclée, image négative héritée du monde, tout cela est du bruit mental, et ce bruit distord le signal que tu émets. Peu importe à quel point tu vibres haut, si ta fréquence est contaminée, peu importe la clarté de tes intentions, si elles sont recouvertes d'interférences, le bruit te déconnecte de l'éther. Il te rend erratique, et pire encore, il te fait croire que le problème vient de l'extérieur. Tella pratiqué ce qu'aujourd'hui nous appellerions le silence fonctionnel. Pas comme une méditation mystique, mais comme une manière d'alléger l'esprit, afin que l'énergie circule sans résistance. Dans cet état, les idées lui arrivaient comme des décharges nettes, complètes, sans interférence. Et que produit le bruit mental? Bien plus que du stress. Il te rend vulnérable aux pensées des autres. Il attire des circonstances confuses. Il répète des schémas dont tu n'as plus besoin. Il fait baisser ton voltage émotionnel. Et le plus grave, il désaccorde ton chant. C'est comme si tu avais une antenne haut de gamme, mais pleine de poussière, mal orientée, entourée de parasites. Et dans ces conditions, peu importe combien tu veux attirer, manifester ou créer, ton signal n'arrive tout simplement pas. Tella concevait ces systèmes selon un principe de base: perte minimale, efficacité maximale. Son esprit suivait la même règle. Il ne gaspilla pas d'énergie dans des pensées inutiles. Il ne perdit pas d'attention dans des conflits stériles. Il ne permit pas aux voix du monde de dominer la sienne. La plupart des gens vivent dans une interférence constante. Réseaux sociaux, nouvelles, opinions, critiques, culpabilité, doute, peur. Et ensuite ils se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à manifester la paix, la clarté ou la direction. La réponse est simple. Ils essaient de transmettre depuis le chaos. Mais le chant répond à la cohérence, pas au désespoir. Et la cohérence naît du silence. Il ne s'agit pas de cesser de penser. Il s'agit de penser avec qualité, de réduire le volume interne, de sélectionner, d'accorder. L'esprit, comme une machine, a besoin d'entretien, et le silence est son huile. Tella disait que beaucoup de ses inventions lui étaient venues en marchant seul, sans chercher, sans forcer, simplement en laissant de l'espace pour que l'univers parle. Et il parlait, non pas avec des mots, mais avec des vibrations qu'il savait traduire. Aujourd'hui, nous vivons l'extrême inverse.
Écran toute la journée, messages chaque minute, conversations sans profondeur, opinions déguisées en savoir, et un flux constant de pensées qui ne nous appartiennent pas. Voilà pourquoi l'âme se sent déconnectée, parce que le canal est saturé. Si tu veux retrouver ta fréquence, tu dois nettoyer la ligne. Et pour cela, le silence n'est pas une absence. C'est un outil. C'est une technologie vibratoire. C'est le canal qui permet au vrai signal de t'atteindre. Dans le prochain chapitre, nous explorerons le rythme de la manifestation et comment le chant répond non seulement à ce que tu penses, mais aussi à comment et quand tu vibres. Mais pour l'instant, souviens-toi, l'univers est un champ réceptif. Mais il ne répond qu'aux signaux clairs, et la clarté naît du silence. Chapitre 9. Le rythme de la manifestation. Harmonie entre chant et conscience. Tela ne se précipitait jamais, ni dans ses idées, ni dans ses expériences, ni dans sa vie. Ceux qui l'entouraient disaient qu'il pouvait passer des semaines en silence, sans rien construire, sans rien écrire, seulement à observer, à penser, à accorder intérieurement ce qui l'amènerait ensuite au monde extérieur. Le sphénergie arrive quand le chant est prêt à la soutenir. Il le répétait comme s'il connaissait une loi absente des livres de physique. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de manifester, d'attirer, de créer des réalités. Mais personne ne parle de ce qui est le plus important, le rythme. Car l'univers ne répond pas à la force du désir, mais à la précision de la fréquence. Et cette précision n'est pas seulement vibratoire, elle est aussi temporelle. Tela observait comment la nature manifestait sans anxiété. Les saisons ne se pressent pas, l'arbre ne force pas son fruit, la graine ne crie pas pour fleurir. Tout arrive quand le chant s'aligne avec le rythme du tout. Il en est de même pour tes pensées. Il ne suffit pas de visualiser, il ne suffit pas de désirer, il ne suffit pas de répéter des affirmations. La manifestation a lieu quand ce que tu vibres intérieurement se synchronise avec une ouverture réelle du champ extérieur. Autrement dit, quand ta conscience et l'univers coïncident, à la fois en fréquence et en temps. Tela le savait. C'est pourquoi il ne forçait pas ses inventions. Beaucoup de ses découvertes survenaient après l'échec d'autres tentatives. Il ne cherchait pas à imposer des idées. Il attendait le moment, le chant, le croisement parfait entre intention, vibration et rythme. Car dans la symphonie de l'univers, ne triomphe pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui entre au moment de sa note. Et toi, t'es-tu déjà arrêté pour accorder ton rythme? Ou es-tu en train de forcer des résultats qui n'ont pas encore d'espace où se manifester? L'anxiété interrompt le chant, la précipitation altère le signal, le désespoir rompt la cohérence, et sans cohérence, il n'y a pas de création. Tela concevait chaque machine comme si elle faisait partie d'un écosystème harmonique. Il ne suffisait pas qu'elle fonctionne. Elle devait le faire en synchronicité avec les matériaux, l'environnement, la nature du flux énergétique. Il en est de même pour ta vie. Tout ce que tu désires n'est pas prêt à arriver. Souvent, ce que tu demandes n'a pas encore d'endroit où atterrir. L'univers est exact. Quand une vibration est prête, quand une conscience est accordée, quand un champ est libre de bruit, la manifestation devient inévitable. Non par magie, mais par résonance parfaite. Imagine jouer une note sur un instrument désaccordé. Elle peut sonner, mais elle ne durera pas. Elle ne s'harmonisera avec rien. Elle ne créera pas de beauté. Maintenant, imagine jouer cette même note au moment juste, avec l'intention précise, dans un corps accordé. Voilà ce que signifie manifester. Tela disait que l'électricité ne circule pas par poussée, mais par flux. Et que ce flux, pour durer, a besoin de résistance minimale et de rythme constant. Voilà pourquoi il ne demandait jamais des résultats rapides. Il demandait de la clarté, de l'alignement, du silence. Et quand tout était prêt, il déchargeait, transmettait, créait. Toi aussi, tu peux le faire. Mais avant de vouloir changer le monde, demande-toi, suis-je accordé? Suis-je dans le temps? Suis-je dans le rythme? Dans le prochain chapitre, nous parlerons de l'âme comme générateur perpétuel. Comment, au-delà des machines et du corps, il existe une énergie qui ne s'épuise jamais si tu sais la soutenir depuis l'intérieur. Mais avant, souviens-toi, rien de vrai n'arrive par précipitation. Cela n'arrive que lorsque tu es accordé pour le soutenir. Et quand cela arrive, tout coule sans résistance. Chapitre 10. Le phtam comme générateur perpétuel de phi énergie. Quand les bobines échouaient, quand les générateurs perdaient en efficacité, quand l'UF électricité rencontrait de la résistance, Tesla revenait à l'essentiel.
Il s'y passait seul, en silence, et se disait « La source ne fait pas dans la machine. La source est en moi ». Pour Tesla, aucun système externe n'était véritablement autonome. Toute source d'énergie visible avait besoin de s'alimenter de quelque chose de plus subtil, de plus profond, de plus universel. Et cette source, il la percevait comme un noyau intérieur. Un point silencieux de puissance qui ne s'use pas, qui ne demande aucun combustible et qui ne s'active que lorsque l'âme est en cohérence. Beaucoup l'ont appelé âme. Tesla n'utilisait pas ce mot ouvertement, mais il la décrivait avec exactitude. Il y a en nous une étincelle qui ne vient ni du corps, ni de la pensée. Elle est antérieure. Elle est éternelle. Et tant qu'elle reste alignée, rien au monde ne peut arrêter son émission. Ce noyau n'est pas soumis au temps, ni à l'espace, ni à la matière. C'est une source d'énergie constante, qui vibre en silence dans la profondeur de ton être. La science ne sait pas encore l'expliquer, mais elle l'entrevoit, car elle a vu des personnes résister à des maladies sans explication, ou maintenir des états de créativité et de lucidité pendant des années, ou garder la paix au milieu du chaos. Et quand elle cherche la cause, elle n'est ni dans le corps, ni dans le cerveau. Elle est dans cette énergie inépuisable. Tesla avait touché cette source. C'est pourquoi il pouvait travailler sans manger, marcher des heures sans fatigue, construire sans dormir, inspirer sans effort. Car il ne se nourrissait pas du monde. Il se nourrissait du champ. Et ce champ ne s'épuise pas. Il ne demande qu'une seule condition, la cohérence intérieure. Quand ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais vibrent sur une même fréquence, la source s'active. Et tu ne vis plus à partir de réserve. Tu vis depuis le noyau. Voilà pourquoi certaines personnes, sans ressources, rayonnent l'abondance. Tandis que d'autres, ayant tout, se sentent vides. Ce n'est pas ce qu'elles possèdent. C'est là où elles vibrent. Le générateur perpétuel d'énergie ne se trouve pas dans une tour, ni dans une bobine, ni dans un moteur. Il est dans ton alignement, dans ta paix intérieure, dans ta connexion avec ce qui est réel en toi. Il ne dépend pas de l'approbation, ni des résultats, ni des conditions extérieures. Tesla n'avait pas besoin de combustible pour créer. Il avait besoin de silence, de vision, et de cette flamme intérieure que ni la pauvreté, ni l'oubli, ni la trahison ne purent éteindre. C'est l'énergie de l'âme. Elle ne peut pas être mesurée, mais elle se ressent, elle se transmet, elle se reconnaît dans ton regard, dans ton ton, dans ta présence. Et si tu la maintiens allumée, tu seras inépuisable. Non pas par arrogance, mais parce que tu seras connecté à la source qui ne s'interrompt jamais. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de ce qui se produit lorsque tu cesses de chercher et que tu commences à te fondre dans le champ lui-même, comme quelqu'un qui n'a plus besoin d'attirer, parce qu'il vibre déjà comme si tout ne faisait qu'un. Mais avant, souviens-toi, tous les générateurs s'éteignent, sauf celui qui naît d'une âme alignée à sa vérité. Et si tu le trouves, rien ne te manquera. Chapitre 11. Fusion avec le champ. Vibrer en résonance avec le tout. Tesla disait que l'univers n'est pas à l'extérieur, que ce que nous voyons comme matière n'est qu'une illusion d'essence, que la réalité profonde se trouve là où personne ne regarde dans le champ. Pas le champ de culture, ni le champ visible, mais le champ vibratoire universel, ce tissu invisible qui soutient toute forme, toute émotion, toute possibilité. Je ne s'invente pas. J'y accède simplement au champ et j'y écoute ce qui existe déjà là. Ainsi expliquait Tesla son processus créatif. Ceux qui l'écoutaient croyaient qu'il parlait d'inspiration, mais lui parlait de résonance. Tout ce qui existe, une pensée, une idée, une opportunité, une connexion, est déjà dans le champ. Tu n'as pas besoin de le créer. Tu n'as pas besoin de l'attirer, comme si cela venait de l'extérieur. Tu as seulement besoin de vibrer sur sa fréquence. Et alors, l'inévitable se produit. L'union, la manifestation, la coïncidence parfaite. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Et c'est aussi de la conscience. Tesla savait que lorsque le champ intérieur est aligné, tout l'extérieur commence à répondre comme un miroir. Il ne s'agit plus de lutter, de forcer, de chercher désespérément. Il s'agit de se fondre dans le tout, comme une goutte qui cesse de se croire séparée de la mer, parce qu'elle a toujours été la mer. Cet état de fusion n'est pas une émotion excessive. C'est un silence stable, une vibration constante, une paix active qui ne se laisse pas troubler par les formes passagères. Quand tu vibres dans cet état, tu ne désires pas depuis le manque. Tu désires depuis la certitude.
Et ce qui correspond à ta vibration arrive, non parce que tu l'as demandé, mais parce que tu étais déjà compatible avec lui. Tella ne mendia jamais de reconnaissance, ni de financement, ni de gloire. Il savait que son signal était plus fort que son environnement. C'est pourquoi, même dans l'oubli, il continuait de recevoir des idées, des décharges, des synchronicités. Il restait dans le flux invisible d'un champ qui ne l'abandonna jamais. Et comment entrer dans cet état? Cela ne s'achète pas, ne s'étudie pas, ne se supplie pas. Cela se rappelle, car tu as toujours été dans le champ. Seulement le bruit, l'ego et la peur t'ont fait croire que tu étais séparé. La séparation est une illusion vibratoire. Quand tu la dissous, le champ te répond, et tu n'as plus besoin d'attirer quoi que ce soit. Tu reconnais simplement ce qui t'appartient déjà, par fréquence. Tella ne se sentait jamais seul, même sans soutien, même incompris, car il était en connexion constante. Et cela lui suffisait. Quand tu es fondu dans le champ, la solitude disparaît. Tout te parle, tout vibre avec toi, tout te guide sans effort. Mais le prix de cette fusion, c'est la reddition de l'ego. L'humilité vibratoire, l'abandon du contrôle. Car le champ ne se manipule pas. Il s'honore, il se respecte, il s'écoute. Quand tu entres en cohérence profonde, quand il n'y a plus de contradiction interne, quand ton champ est accordé, alors survient ce que Tesla a vécu dans ces dernières années, la communion avec l'invisible. Et depuis là, tu ne crées plus des choses. Tu crées la réalité. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de pourquoi tout cela a été caché. Pourquoi des idées aussi simples et puissantes furent réduites au silence pendant des décennies, et qui profitent de ton oubli de ton propre pouvoir. Mais souviens-toi, tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es. Et si tu es une vibration alignée, l'univers entier vibre avec toi. Chapitre 12. Conspiration finale. Pourquoi cette vérité fut cachée? Le 7 janvier 1943, Tesla fut retrouvé mort dans la chambre 330-27 de l'hôtel new-yorker. Il avait 86 ans. Il vivait seul, sans argent, sans gloire. Ce même jour, avant même que son corps ne soit retiré, des agents du gouvernement pénétrèrent dans sa chambre et confisquèrent tous ses documents, plans, carnets, codes, notes éparses, tout disparut. La version officielle déclara qu'il s'agissait de matériel sans valeur technique. Mais c'était le plus grand mensonge de tous, car ce que Tesla avait laissé n'était ni une bombe, ni une arme, ni un brevet millionnaire. C'était un chemin vers la liberté intérieure et énergétique. Et cela, c'était impardonnable. Pendant des siècles, les structures de pouvoir se sont maintenues sur une base unique, la dépendance. Dépendance au combustible, à la religion, à l'argent, à l'approbation, à un leader, à un système. Tout ce que Tesla proposait allait dans le sens contraire. Il parlait d'un univers où l'énergie est libre, où la conscience crée, où l'âme vibre, où le corps émet, où aucun homme n'a besoin de demander la permission pour exister pleinement. Voilà ce qui était dangereux. Non parce que c'était faux, mais parce que c'était trop vrai. Les idées de Tesla démantelaient les fondations des élites. Si tu n'as pas besoin de câbles, pourquoi payer pour l'énergie? Si tu peux générer une vibration cohérente, pourquoi dépendre du système? Si tu peux recevoir la connaissance du champ, pourquoi obéir à des maîtres extérieurs? Voilà le véritable danger. Non pas la machine, mais l'esprit libre. Tesla n'a pas été détruit par ses erreurs. Il a été réduit au silence par sa clarté, par son audace à vivre hors du schéma, par son refus de vendre son âme en échange de gloire, par sa foi en un monde où la science et l'esprit ne sont pas séparés. Et quand ils découvrirent qu'ils ne pouvaient pas le contrôler, ils firent ce qu'ils font toujours avec ceux qui voient trop, ils l'isolèrent. Ils l'appelèrent excentrique. Ils l'effacèrent des livres. Ils le laissèrent mourir dans une chambre, sans témoin. Mais ils ne purent éteindre son signal, car certaines choses ne se détruisent pas. Elles se cachent, et elles attendent. Attendent qu'un esprit neuf les ressente, qu'un cœur les rappelle, qu'une âme les reçoive. Et si on sait qui se produit maintenant. Tu n'écoutes pas ce récit par hasard. Ton chant a vibré avec lui. Cela signifie que quelque chose en toi le savait déjà. Et ce quelque chose est ce que les élites craignent le plus, un être humain qui se souvient de sa fréquence. Car si tu te souviens que l'énergie est en toi, ils ne peuvent plus te contrôler par la rareté. Si tu te souviens que la pensée émet, ils ne peuvent plus te manipuler par la peur. Si tu sais que ton corps vibre, tu n'as besoin de personne pour te dire comment vivre. Et si tu retrouves ta connexion avec le chant, alors tu es libre.
non pas avec des armes, mais avec la conscience. Voilà ce que Tesla a laissé. Pas une formule, un message, un champ codé d'informations qui ne s'active que lorsque tu es prêt à le recevoir. Et si cela est arrivé jusqu'à toi, c'est que tu es prêt. Voilà pourquoi on l'a caché. Parce que si tu te souvenais de cela, personne ne pourrait plus jamais te gouverner. Épilogue. Nous faisons maintenant une pause. Non pour regarder en arrière, mais pour regarder à l'intérieur. Car l'héritage de Tesla n'appartient pas au passé. Il est vivant dans le champ. Et il vit désormais en toi. Il n'existe aucun monument qui puisse contenir son héritage. Aucune statue qui puisse l'enfermer. Aucune tombe qui puisse le limiter. Tesla n'était pas un inventeur. Il était une antenne humaine, syntonisée avec le champ. Et son œuvre la plus importante n'était ni ses machines, ni ses brevets, ni ses expériences. C'était le signal qu'il laissa allumer dans l'invisible, attendant qu'une conscience future le reçoive. Cette conscience, c'est toi. Car tout ce que tu as entendu ici n'était pas seulement une histoire. C'était une transmission, un code, une décharge. Non pas pour admirer, mais pour te rappeler. Te rappeler que l'univers répond à la vibration, pas à l'effort. Que la pensée, si elle est claire, crée. Que le corps, s'il est cohérent, émet. Et que l'âme, si elle est éveillée, génère des réalités. À présent tu le sais. Tu n'as pas besoin de demander la permission pour manifester. Tu n'as pas à mendier énergie, amour ou clarté. Car tu n'as jamais été déconnecté. Tu avais seulement oublié comment t'accorder. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi vibre déjà différemment. Plus aligné, plus lucide, plus fort. Et cela est irréversible. L'étincelle que Tesla garda en silence pendant des décennies, celle qu'ils voulurent éteindre, qu'ils cachèrent sous terre, s'allume aujourd'hui en toi. Et c'est toi qui décides si tu la laisses brûler. Ne cherche pas à l'extérieur ce qui est déjà allumé en toi. N'attends pas l'approbation pour émettre ta vérité. Ne permets pas à la peur de déformer ton signal. Rappelle-toi, l'énergie que tu cherches, c'est toi, en cohérence. Tesla est mort sans applaudissements. Mais sa vibration n'a pas été réduite au silence. Car ce qui vibre avec vérité devient chant. Et le chant n'oublie pas. Alors maintenant respire. Sens. Accorde ta fréquence. Et transmets. Car le corps de Tesla a disparu. Mais son signal reste actif. Et si tu l'entends, c'est parce qu'il vibre déjà en toi.